Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue au webinaire Portrait de la santé des hommes inuits du Nunavik entre vulnérabilité et résilience du pôle d'expertise et de la recherche en santé et bien-être des hommes du VITAM, Centre de recherche en santé durable. Cette activité est gratuite et offerte dans le cadre de la mission universitaire du Suisse de la capitale nationale et grâce au soutien de son service de transfert de connaissances et du rayonnement. Mon mandat consiste à contribuer au transfert, à la mobilisation et à la valorisation des connaissances issues d'innovations exemplaires ou de pointe ou de résultats de recherche en lien avec les quatre désignations universitaires. Aussi, assurer le rayonnement et la mission universitaire et exercer un leadership à l'échelle locale, régionale et internationale. Donc, avant de débuter ce webinaire, il y aura quelques règles pratiques. Sachez que les micros et les caméras des participants demeureront fermés tout au long du webinaire. Il y aurait une période d'échange à la fin de la présentation où vous pourrez poser vos questions. Le webinaire est enregistré et il sera accessible en rediffusion à la suite de l'activité. Le lien vers l'enregistrement et les PowerPoint vous seront envoyés par courriel. En ce qui concerne les attestations, à l'issue de la format du webinaire, on vous enverra un lien. Et c'est sur ce lien forme que vous pouvez remplir l'évaluation. Et à l'issue de l'évaluation, on vous enverra l'attestation. Vous avez une semaine pour remplir ce lien forme. Donc, vous avez jusqu'au 15 février pour remplir ce lien forme. Je laisse la parole à David qui va continuer. Merci. Oui, bonjour, merci beaucoup Liliane et merci à toutes celles et ceux qui se joignent à nous en ce jeudi 8 février, en cette magnifique journée, pour discuter aujourd'hui de la santé des hommes inuits. Alors, on a le plaisir aujourd'hui d'accueillir M. Gilles Tremblay, Monsieur Gilles Tremblay, qui est professeur titulaire retraité à l'École de travail social et de criminologie de l'Université Laval, ainsi que responsable du pôle d'expertise et de recherche en santé bien-être des hommes. Et il sera accompagné aujourd'hui de M. Jacques Roy, qui est chercheur au pôle d'expertise et professeur associé à l'Université du Québec à Chicoutimi. Alors, écoutez, la présentation, comme disait Liliane, va être suivie d'une période de questions. On va prendre à la fois là, des questions par écrit. Alors, vous pouvez écrire là, dans le chat ou dans l'onglet Conversation vos questions si vous en avez. Pardon. Et ainsi que nous prendrons également là, des questions à main levée si vous voulez à la suite de la présentation. Donc, voilà, écoutez, je vous invite à vous rendre, si vous voulez plus d'informations sur notre organisation, sur notre site Internet à l'adresse www.polesbeh.ca. Donc, vous pourrez également là, revoir les webinaires qu'on a fait dans la section webinaire. Alors, écoutez, sans plus tarder, je laisserai la parole à Gilles et Jacques pour cette présentation. Merci. Alors, merci, David. Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être là. Sans plus tarder, je vais vous partager l'écran qu'on puisse déjà voir ensemble le PowerPoint qui va nous aider à alimenter cette discussion. Bon, voilà, là, faut-il que je réussisse à élargir? Bon, voilà. OK. Bon, nous y sommes. Voilà, donc, on se une présentation un peu classique, présenter rapidement l'équipe, le contexte, la méthodologie, les résultats surtout, et avoir un temps de discussion et d'échange avec vous aussi à la fin, à la suite des conclusions de ce rapport. Alors, c'est une bonne équipe qui a travaillé là-dessus. Je ne présenterai pas tout le monde. Moi, j'avais un peu cette responsabilité-là du dossier thématique sur la santé des hommes, c'est ce qu'on vous présente. Je vous donnerai un peu plus le contexte. J'en profite pour remercier particulièrement, il y a plein de belles photos en cours de route qui nous viennent de Jean-Jacques Kelly et Tommy Palizer que je remercie passablement.
Alors, dans un premier temps, le contexte, ça vient en 2017, la Régie régionale de la santé des services sociaux du Nunavik, ça s'appelle toujours une régie régionale là-bas, puis c'est une région autonome, a mandaté l'Institut national de santé publique pour faire une vaste enquête de santé, un peu comme il avait été fait en 2004 auprès de la population du Nunavik. Pour ceux qui connaissent un petit peu moins le Nunavik, se rappeler que c'est un tiers à peu près de la population, du territoire du Québec, donc toute la partie supérieure, la partie nord du Québec, qui est une région autonome, soit dit en passant, dirigée par la société Makivik, qui comprend 14 villages, 13 000 habitants, les plus petits villages un peu plus que 200 et le plus gros, c'est Pujouac avec près de 3 000 habitants. Mais une population répartie dans ces villages-là, très isolés, puisqu'il n'y a pas de route, et on n'y va qu'en avion, principalement, ou pendant l'été, on peut y aller en bateau. Alors, donc, c'est relativement limité. Cette enquête-là, donc, qui est pour avoir un peu vraiment un état de portrait de la santé de la population du Nunavik, c'est un bateau qui s'est promené de village en village, qui a rencontré un certain nombre de participants, dont 432 hommes, donc 1326 participants au total, en 2017 qui s'est promené. Et donc, il y avait les gens passaient à peu près 3 heures d'entrevue. Le questionnaire avait été tout traduit au sein de Inuktitut, animé aussi par des intervieweurs qui parlaient très bien Inuktitut, Inuit, et donc qui étaient familiers avec la culture et qui peuvent être en mesure de soutenir les gens dans les réponses, tout ça. Donc, on prenait le poids, on prenait des prises de sang, plein de mesures de toutes sortes que vous comprenez que nous, on n'a pas nécessairement utilisé dans le rapport thématique sur la santé des hommes. Mais je vais vous expliquer ce qu'on a regardé. Donc, l'entrevue de 3 heures, grosso modo, nous, on a eu droit à 2 volets à peu près. Un volet qu'on a appelé les rôles sociaux, avec des questions plus spécifiques. Il y avait 3 volets qu'on va regarder de plus près. Donc, être un homme, comment ils sont satisfaits dans leur réalisation comme homme, et leur relation avec les femmes et les enfants, comment ils se voient comme hommes dans ces rôles-là. Et on a regardé ensuite, puisqu'il y avait une série de thèmes qui étaient abordés. Nous, on a choisi 6 thèmes dans lesquels on a pris les questions qui nous apparaissaient les plus pertinentes pour dresser un portrait général plutôt transversal sur l'état de santé des hommes, donc qui touche la culture, la santé, la vie sociale, la toxicomanie, la victimisation et la demande d'aide, donc des thématiques importantes. Grosso modo, donc, on a fait des analyses qu'on appelle bivariées, qui permettaient de regarder sur le groupe d'âge, qu'est-ce qu'il en était, donc les plus jeunes, de 16 à 20 ans, les 21-30 ans, les 31-54 ans, les 55 et plus, le statut marital, en couple, célibataire ou séparé, divorcé, à l'éducation élémentaire, secondaire ou secondaire complété plus, l'emploi, en chômage ou au travail, le revenu, 20 000 ou plus, s'il était une large communauté, une petite communauté, et les 2 côtes pour avoir un peu un aspect aussi de ce côté-là. Quand c'était possible, aussi, on a fait des comparaisons avec les résultats qui sortaient concernant les femmes inuites et aussi avec l'ensemble des hommes de la population québécoise en général. Il y a quand même des limites importantes de ce type de recherche-là, peut-être à voir. C'est des analyses bivariées, donc qui me permettent d'établir les liens qui peuvent exister, mais pas nécessairement de cause-effet, on comprendra bien. On avait un nombre limité d'items aussi sur la santé des hommes et parfois, par contre, beaucoup d'items très spécifiques comme en santé physique, très, très détaillés sur chacun des éléments, par exemple, de l'alimentation, qui peut avoir été important quand on veut fouiller cette dimension-là, qui était le volet qui était fouillé dans cette thématique-là, mais pour nous, qui était comme plus difficile, et des fois, c'était difficile peut-être de reprendre un item qui était plus englobant, fait qu'il fallait essayer de trouver les items les plus significatifs. Le nombre de répondants, parfois, pour certaines questions, était quand même relativement faible quand on arrive pour distinguer, par exemple, les côtes ou les dimensions de côtes. Fait qu'il fallait les dimensions de communauté, il fallait donc faire des choix.
Il y a aussi, bien sûr, c'est les gens qui répondent, hein. Donc, il peut y avoir un volet des inégalités sociales comme tout questionnaire auto-rapporté. Et il y a un effet aussi fatigue, hein, c'est 3 heures d'enquête, donc c'était quand même assez long là-dessus. Il y a des dimensions aussi qui étaient absentes. On n'avait pas de question sur la criminalité. Et par exemple, il y avait des dimensions qui avaient été regardées comme la violence, mais violence subie par les femmes, mais on n'a pas posé la question aux hommes. Euh, voilà. Donc, voici les principaux résultats. Ben, je vais vous présenter la première partie, pour la partie des rôles sociaux, et Jacques va vous présenter la partie des plus transversales. En fait, sur la perception des rôles sociaux de genre, alors, ce qui est intéressant de voir, bon, 79% à peu près des hommes disaient que c'est important d'avoir un diplôme en général, que c'est important, à peu près le même pourcentage, d'avoir un travail, donc on comprend là-dessus. Les 2 tiers considèrent que c'est important d'être un bon chasseur, donc on voit que cette dimension-là, chasseur et pêcheur, c'est quelque chose qui reste important dans la culture inuit particulièrement. 62% disaient aussi que c'est important d'être fort, d'être tough, d'être capable d'en prendre, surtout quand on va dans le Grand Nord, qu'on est dans la chasse, en expédition, il faut savoir aussi euh, avoir de bonnes endurance. Euh, un peu plus d'hommes qui considéraient que ne pas, ne pas devoir avoir un statut, que les hommes, c'est pas important d'avoir un statut plus élevé que les femmes. Donc, on prend le rapport homme-femme qui se modifie aussi à travers les générations nécessairement. 37, 30, comparativement, qui, 37% des hommes considéraient que c'est quand même difficile de se définir comme homme inuit de nos jours et 74% considéraient quand même avoir des bons modèles dans la communauté. Et on leur posait la question, c'est quoi pour vous être un homme accompli? Et là, les 3 quarts disaient qu'ils réussissent assez bien, généralement, à établir un rapport entre le style de vie traditionnel et le style de vie moderne. 82% aussi considéraient que c'était important d'être autonome et 83% d'être un bon père de famille. Même s'il ne l'était pas, s'il était en train de penser le devenir éventuellement, c'était important pour eux. Et 57% trouvaient plus facile d'exprimer leurs émotions. Ce qui est un ratio ce qui est intéressant de voir là-dessus, si on regarde avec les groupes d'âge, c'est les hommes plus âgés qui se sentaient plus à l'aise d'exprimer leurs émotions que les plus jeunes. Si on compare à la population des hommes québécois en général, c'est une pyramide un peu à l'inverse, où nous, nos jeunes hommes, généralement, expriment plus facilement leurs émotions que les plus âgés. Et quand on regarde un peu le sentiment sur une échelle de 1 à 10 de s'accomplir soi-même, d'avoir réussi, vous voyez un petit peu donc la majorité quand même et réussissent relativement bien. Il y a très fortement même à bien s'accomplir 80 quelques %. Et là, si on regarde avec les groupes d'âge, là, à nouveau, on voit que plus on vieillit, plus on a l'impression de s'être accompli comme homme du Nunavik. L'autre volet important qu'on trouvait aussi dans l'accomplissement des rôles, c'est le rapport aux hommes, aux femmes et aux enfants. Donc, 36% considéraient important d'avoir plusieurs, euh, plusieurs enfants, alors que 45% pensaient le contraire et 89% pensent qu'il est important de garder contact avec ses enfants après la séparation. Alors, si on se sépare, ça demeure important. Et quand on posait la question qui devrait avoir le dernier mot dans une discussion de couple, éventuellement, quand on a des débats de couple, alors, vous voyez, c'est assez partagé, mais la majorité nous dit clairement que c'est 71% que ça devrait être des décisions constamment conjointes. Même chose qui devrait être le principal gagne-pain. On voit que 55% considèrent que les deux devraient jouer un rôle comme gagne-pain. Quand on en choisit un des deux, bien sûr, il voit plus que l'homme a un rôle de gagne-pain que les femmes. Et qui doit s'occuper principalement des enfants et un peu la même chose. Donc maintenant, on a tendance à penser que les deux doivent s'occuper des enfants. Donc 65% considéraient que c'est une tâche conjointe. Voilà.
Donc, c'est les principaux volets du premier rapport qui était sur les volets. Et maintenant, si on regarde maintenant les volets du côté transversal, et là, je vais laisser la parole à Jacques, en commençant par la culture inuite des spiritualités. Oui, alors bonjour tout le monde. Voilà, donc cette deuxième partie porte sur ce que mentionnait tout à l'heure Gilles, le rapport transversal. Transversal, c'est dans le sens qu'on a fait des liens avec les données portant sur les hommes inuits et aussi les hommes québécois pour voir s'il y avait des différences, des ressemblances. Même chose du côté du genre homme-femme et parfois également d'autres comparaisons lorsque c'était possible. Le premier volet de ce portrait-là, il est assez significatif. Il porte sur la culture inuite et spiritualité. Et je vais vous dire en quoi il est significatif. C'est qu'on s'est rendu compte que peu importe la manière dont on prend les données comme telles, puis on va les regarder ensemble, l'identité inuite est forte à tous les âges. Très, très forte. Surtout chez les plus de 30 ans, mais même chez les plus jeunes, là, on a des taux très, très, très élevés. Les valeurs spirituelles, c'est la même chose, davantage chez les âgés, mais c'est quand même assez présent chez ceux qui sont jeunes. Et ceux qui sont moins scolarisés, par exemple, sont davantage portés vers les valeurs spirituelles. C'est des choses qui se comparent assez bien avec ce qu'on retrouve dans les données populationnelles québécoises, si on prend ce point de référence-là. Et l'adhésion aux valeurs spirituelles, ça va être un peu moins fréquent chez les hommes que chez les femmes, mais attention, on parle de 80% par rapport à 85%. Vous voyez, alors on est toujours dans des données statistiques qui laissent voir que les questions identitaires et les valeurs spirituelles, c'est quelque chose de significatif. Puis on va revenir un peu plus tard dans la discussion pour voir de quelle manière tout ça peut jouer sous l'angle des facteurs de résilience. La santé et le bien-être. Bon, alors du côté de la santé et du bien-être, on a 31,7% au total des hommes qui considèrent leur santé physique comme très bonne ou excellente. Il y a des petites variantes selon l'âge, bien sûr. Plus on va vers les plus âgés, nécessairement le taux décroît, ce qui est tout à fait naturel. Et par ailleurs, au niveau de la santé générale, bien sûr que les jeunes qualifient davantage leur santé comme étant très bonne. Les hommes, et ça, on retrouve un peu la même chose du côté de l'ensemble de la population au Québec. Les hommes ont tendance à se dire davantage en très bonne santé ou excellente santé, davantage que les femmes. Les proportions sont, vous voyez, ici c'est 31,7 contre 23,7. Alors, il y a tout le temps une différence qu'on retrouve aussi chez les populations québécoises. Mais quand même, on a beau prendre ces taux-là, il reste qu'au total, il y a, lorsqu'on compare avec la population générale du Québec, c'est 31,7% versus 57,4%. Donc, on a un rapport une fois et demi plus faible. C'est-à-dire que les Inuits, les hommes Inuits, si on les compare aux hommes québécois, bien, ils considèrent davantage que leur état de santé est un peu moins bon. Est un peu moins bon que ce qu'on retrouve dans l'ensemble du Québec. Voilà. Satisfaction de la vie en général, on a des taux importants, vous voyez, 85,5% au total. Et puis, ça ne bouge pas tellement selon les âges. Bien que, vous voyez, plus on s'en va vers les plus vieux, plus on s'en va vers le bonheur. Hein? Vous voyez les chiffres, 79,8 à 90,6, mais encore là, ce n'est pas des différences importantes. Ce qui importe de retenir, c'est que globalement, les hommes inuits sont satisfaits de leur vie en général. Alors là,
On a 9 hommes sur 10, comme on vient de le mentionner, qui sont très satisfaits de leur vie en général. Et ça, c'est une statistique qui va nous suivre un peu. Allez voir, les gens qui vivent en couple, sur plusieurs indicateurs, ils ont un bilan plus positif que les autres. Dans ce cas-ci, par exemple, au niveau de la satisfaction de la vie en général, on voit qu'il y a une bonne différence quand même, 92% par rapport à 77% des hommes qui ne sont pas, qui ne vivent pas en couple. Donc, c'est comme si le fait de vivre en couple a un effet bonifiant au niveau des différents indicateurs qu'on va présenter. Même chose du côté des hommes âgés. Les hommes âgés se considèrent plus satisfaits de leur vie en général que les jeunes. Mais encore une fois, je dis juste à la pointe des pieds parce que on a des taux de 88-81%. Donc, au total, peu importe le brassage des catégories, on a tout le temps de 8 à 9 hommes sur 10 qui se disent satisfaits ou très satisfaits de leur vie en général. Et là, on est dans la même, comment dire, on est dans la même problématique que tout à l'heure. Les hommes se rapportent plus fréquemment que les femmes à être satisfaits. Mais ils rapportent moins fréquemment que les femmes à avoir une bonne estime de soi. Ça, c'est une autre histoire. On pourrait y revenir tout à l'heure dans la discussion. Se sentir déprimé. Bon, alors tout de suite en partant, on a un clivage, vous voyez. Ceux qui vivent avec un partenaire ou une partenaire, 9% comparativement à 18,9% pour ceux qui ne vivent pas avec un partenaire. Et même chose aussi du côté de la question du revenu. Alors, en d'autres termes, au total, moins on vit en couple et plus on a des revenus relativement inférieurs à 20 000, plus il y a des chances que l'homme inuit se sente déprimé. C'est quand même un clivage important, c'est du simple au double. Il y a 15% des hommes qui ont rapporté s'être sentis déprimés au cours de la dernière semaine. On vient de le dire, là, du côté des couples, effectivement, c'est du simple au double. Mais les moins scolarisés sont également davantage affectés par cette problématique-là. Faible revenu, on vient de le mentionner, et sans travail également. Puis, les femmes inuites rapportent plus souvent des symptômes dépressifs que les hommes inuits. On est encore une fois dans la même logique que tout à l'heure au niveau de l'estimation, la perception de son propre état de santé. Mais là où j'attire votre attention, c'est la comparaison. On a beau dire ça, mais quand on regarde avec la population en général au Québec, la population en général au Québec est une fois et demie moins en proportion, finalement, se disant se sentir déprimé. Alors, il y a quoi? Il y a une fois et demie plus d'hommes inuits, au fond, en proportion, qui vont dire se sentir déprimés. Alors, c'est quand même une bonne différence significative. Là encore, on pourra en revenir tout à l'heure dans la discussion pour en discuter, parce que c'est un indicateur qui est quand même relativement important. Au niveau des idées suicidaires, on estime que plus d'un homme sur 10, 11%, rapporte avoir eu des idées suicidaires sérieuses. Sérieuses, c'est l'expression qui a été utilisée dans le questionnaire. Il y a presque 4% qui rapportent avoir au moins fait une tentative de suicide, mais au cours de leur vie. Évidemment, ce qu'on retrouve, c'est que ces statistiques-là sont plus élevées chez les plus jeunes, surtout les 21 à 30 ans. Alors, vous voyez, on parle de, donc, 11% à 26,7%. De même que pour les tentatives de suicide, les hommes sans partenaire, là aussi, on est toujours dans la même logique. Ils ont tendance à davantage avoir des idées suicidaires si on les compare aux autres, toujours. Et par ailleurs, finalement,
ils sont plus nombreux à avoir fait une tentative de suicide au cours de leur vie. Ce sont des taux qui, par ailleurs, sont moindres que chez les femmes inuites. Mais, et c'est là qu'on va pouvoir peut-être en discuter plus tard, nettement plus élevé que chez les hommes de la population générale du Québec. Alors, vous voyez la comparaison, là, les deux comparaisons. Pour ce qui est des idées suicidaires, on compare 11% avec 2,6%. Hein? Alors, donc, on est quoi? À peu près 6 fois. C'est 6 fois plus important les idéations suicidaires chez les hommes inuits. Et si on prend les tentatives de suicide, là, ben, écoutez, on compare 3,9 à 0,3. Alors, ce qui fait à peu près 12 fois moins chez les hommes de la population en général. Là aussi, on pourra en discuter parce que cette question-là du suicide est relativement bien connue, bien établie dans les recherches. Le soutien social, maintenant. Le soutien social, alors, 2 hommes inuits sur 3 ils rapportent avoir quelqu'un qui les aime et avec qui on peut passer du bon temps. Mais moins de 4 sur 10 disent avoir quelqu'un pour parler quand ils se sentent troublés. Ça, c'est quand même un indicateur qui vaut le coup d'être noté parce que c'est en quelque sorte une certaine barrière à l'idée de soutien social plus élargi. Les jeunes rapportent moins souvent avoir quelqu'un avec qui passer du bon temps. Ceux des plus grandes communautés, on a constaté qu'ils ont plus souvent quelqu'un avec qui parler que ceux des petites communautés. Est-ce que c'est l'effet du nombre, de la densité? Enfin, on pourrait voir, on pourra en discuter. Et quelqu'un sur qui compter pour avoir un conseil. Là, on revient encore à la même problématique. Les hommes en couple ont plus souvent quelqu'un qui leur demande l'affection que ceux qui ne sont pas en couple. Vous voyez, il y a une sacrée différence, 81,5 par rapport à 55,1. Et les femmes inuites rapportent un soutien social plus fort que les hommes inuits, tout comme les hommes du Québec. Là, on est aussi dans les mêmes paramètres, là, le même paradigme qui fait en sorte que les femmes ont plus de contact avec leur milieu, leur communauté, et ça se traduit par le fait qu'elles récoltent davantage de soutien social si on compare ça aux hommes. L'usage de substances et d'alcool. Près des 3/4 des hommes inuits rapportent avoir fait usage au moins une fois d'une forme de drogue au cours de la dernière année. Bon, ceux qui sont sans emploi, plus faible revenu et moins scolarisés seront plus sujets à faire usage de drogue, probablement, bien sûr, pour compenser d'une certaine manière une certaine précarité dans leur propre existence. On pourra en discuter. 36% des hommes inuits disent au cours de leur vie qu'ils ont sniffé de l'alcool ou du solvant. 15% qu'ils ont fait usage de drogues fortes au cours de la dernière année. Les taux les plus élevés apparaissent pour le groupe des 21-30 ans. Sans surprise, parce qu'on observe les mêmes choses au niveau de la population en général. Ce sont les plus jeunes qui consomment davantage. Cocaïne, 12%. Amphétamine, 8,6%. Plus d'hommes que de femmes rapportent faire usage de drogue tous les jours, 35,4 comparativement à 27,9. Et 2 à 3 fois par mois, 56,7 comparativement à 39,1. Là, et encore, là, on retrouve 1,5 fois plus d'hommes que de femmes qui disent faire usage de drogue dure. C'est 3 fois plus que les hommes de la population générale du Québec. Ce sont des données qui sont parcellaires parce qu'on n'a pas eu accès aussi à certaines données plus spécifiques sur des drogues très, très dures et sur d'autres indicateurs
qui pourrait nous montrer de quelle manière cette problématique-là, elle est importante et qui a été pointée par notamment des commissions d'enquête de manière assez approfondie. L'alcool, c'est la même chose. 6 hommes sur 10 rapportent boire de l'alcool et à peu près le même taux disent boire 5 verres et plus. Alors, ça veut dire 5 verres et plus, on s'approche de la consommation dite excessive, une fois par semaine ou par mois. Les plus hauts taux sont observés chez les 31 à 54 ans, ceux qui ont un emploi. On observe sensiblement les mêmes ratios pour la consommation excessive d'alcool. Les 21 à 54 ans, 69%. Ceux qui sont en emploi et comparativement aux autres. Là, on a une variante qui est intéressante, on pourra en discuter plus tard, mais on constate que ceux qui sont en emploi consomment plus que les autres, alors que par ailleurs, sur d'autres indicateurs, ceux qui sont en emploi ont des meilleurs scores sur d'autres indicateurs. Plus de femmes que d'hommes inuits rapportent ne pas avoir consommé d'alcool au cours de la dernière année. Puis les taux de consommation excessive sont 2 fois plus élevés chez les hommes que la population générale du Québec. Alors voilà, et au niveau de la problématique d'avoir été victime dans sa vie d'actes de violence avant 18 ans, par exemple, les hommes inuits rapportent diverses formes de violence avant cet âge-là. Psychologique, 29%, physique, 21%, sexuel, 15%, négligence, près de 19%. Les hommes qui ne sont pas en couple déclarent plus souvent avoir été victimes de violences dans l'enfance. Vous voyez, il y a un écart quand même qui est assez important, 29 comparativement à 18. Les 21-30 ans rapportent plus souvent avoir été victimes de violences physiques ou psychologiques que les plus âgés. Mais leurs aînés rapportent plus fréquemment des abus sexuels. Et là, c'est 2 fois plus. Est-ce qu'il y a un effet d'âge, d'années rapporté dans le temps qui joue? Enfin, on verra. Plus de femmes inuites que d'hommes rapportent de l'intimidation, 34 comparativement à 22%, et des abus sexuels avant 18 ans, 35,15%. C'est pas tout à fait surprenant parce qu'on observe les mêmes choses au sein de la population en général. Mais quand même, quand on compare ces taux-là, 4% des hommes de la population générale du Québec avaient vécu un abus sexuel avant 18 ans. Alors là, vous voyez qu'on est dans des ordres de comparaison qui sont relativement importants. C'est presque 9 à 10 fois plus important chez les hommes inuits si on compare ça à l'ensemble de la population au Québec. Demande d'aide. Alors, de ce côté-là, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est qu'il y a 8 hommes inuits sur 10 qui considèrent avoir besoin de plus de services adaptés pour eux. Alors ça, c'est quand même une proportion assez significative. Puis dans la dernière année, 27% ont participé à au moins une activité de guérison qui constitue un trait de culture chez les Inuits en particulier ou chez les Autochtones plus globalement. Les jeunes hommes ont moins confiance au service et préfèrent régler leurs problèmes seuls. Bon, on retrouve un peu des constats similaires au niveau de l'ensemble de la population québécoise. C'est-à-dire que les jeunes Québécois, c'est un peu la même chose, sont un peu plus distants des services. Bon, les moins scolarisés sont ceux qui ont le moins confiance aux services sociaux. Puis, et ceux à faible revenu sont les moins enclins à parler aux autres de leurs problèmes. Vous voyez, c'est important ça parce que, je fais juste une parenthèse très rapidement, il reste que c'est souvent ces populations-là qui sont les plus à besoin. Et précisément, là, on est dans un paradoxe. Ceux et celles qui sont les plus à besoin ne vont pas nécessairement vers les services. Sensiblement, les mêmes proportions de femmes que d'hommes inuits considèrent que les services sont adaptés.
Mais les femmes sont davantage, participent davantage à ces activités de guérison que les hommes. Bien que quand on regarde les comparaisons, on n'est pas dans, dans des rapports très, très distincts entre les hommes et les femmes sur ce plan. Pour préparer la discussion, dans les éléments de discussion qu'on voulait voir avec vous, c'est qu'on se rend compte que dans tout ce qu'on a pu dire, que globalement, les valeurs positives sont largement répandues. Avoir un diplôme scolaire, un travail, une bonne balance entre les styles de vie traditionnels et modernes, être autonome et être un bon père de famille, partager les soins avec les enfants, ça, c'est dans la colonne positive. Vraiment, c'est ce qu'on a pu observer. L'importance des rôles traditionnels masculins qui se transmettent de génération en génération, notamment être bon chasseur et pêcheur. Et puis, on pourrait ajouter ce que disait Gilles tout à l'heure, être tough, être résistant, être capable de faire des choses qui sont plus costaudes, qui demandent beaucoup de capacité physique. Complexité de se forger une identité masculine inuite pour environ la moitié des hommes inuits. Alors, devoir réussir à l'école, obtenir un emploi, en même temps être bon chasseur et pêcheur, nécessite des habiletés très différentes. C'est un petit peu comme si, d'un côté, il y a les chaînes classiques qu'on connaît, hein, réussir à l'école et puis avoir un emploi, mais en même temps, les autres, dans leur vie, la chasse et la pêche, c'est quelque chose qui est très important. Et là, il peut y avoir une tension un peu entre les deux. Si on poursuit sur les rôles sociaux, toujours, ceux qui s'en sortent le mieux sont les hommes en couple, plus scolarisés et avec un emploi. Alors, on l'a vu, c'est comme une trame de fond, sauf pour la question de la consommation d'alcool pour ceux qui ont un emploi. Mais globalement, ce sont nos cibles les plus importantes qui s'en sortent le mieux. Les aînés également, sur à peu près tous les indicateurs, les aînés performent davantage que les plus jeunes générations. Contrairement aux études auprès des hommes occidentaux, l'expression des émotions semble facile pour la majorité des Inuits. Alors ça, vous voyez, il y a comme des surprises comme ça qui nous étaient réservées dans la recherche, et ça serait intéressant d'en parler tout à l'heure. Mais avec une inversion également quant au groupe d'âge, les plus âgés ayant plus de facilité que les plus jeunes. Ça, c'est aussi très intéressant parce qu'on observe plutôt l'inverse dans la population en général chez les hommes. On pourra s'en reparler. Une des hypothèses qu'on pourrait avoir, c'est que les plus jeunes sont plus en contact et plus influencés par les valeurs occidentales. Bon, un portrait de santé, bien-être doit être différencié selon les caractéristiques personnelles des hommes inuits. Alors, quand on regarde ces catégories-là, l'âge comme facteur le plus important, les jeunes hommes, hein, on l'a vu, ils sont moins à rapporter, moins nombreux en proportion à rapporter et valoriser la spiritualité. Mais encore là, il faut faire attention. Ils sont quand même 80% à valoriser la spiritualité. Vous voyez? Et c'est ça de leur vie en général, présenter un haut niveau de résilience, avoir une bonne estime de soi et faire usage d'alcool. Je dirais qu'avoir une bonne estime de soi, faire usage d'alcool, là, ça fait partie des catégories un peu troubles où il y a parfois une bonne distance entre les plus jeunes et les autres générations. Ils sont plus nombreux à avoir une bonne ou excellente santé, c'est pratiquement altruiste que de dire ça. Avoir des blessures non intentionnelles, alors ça, oui, ça c'est la même chose du côté de la population en général. Les plus jeunes hommes sont davantage exposés à des blessures non intentionnelles. Se sentir déprimé, ressentir des idées sérieuses de suicide, faire usage de drogue dure, avoir été victime d'actes sexuels et de violence avant 18 ans et rester à distance avec les services. Vous voyez,
on est toujours dans ce paradigme où finalement, d'un côté, on dit qu'ils ont été davantage victimes, mais en même temps, ils restent à distance avec les services. Encore une fois, c'est comme si les catégories inuites qui seraient le plus à besoin ne sont pas nécessairement celles qui sont au rendez-vous au niveau des services et puis celles qui maintiennent les bonnes relations avec l'univers des services. Bon, alors toujours, ceux qui sont en couple maintenant. Alors, eux autres, là, c'est la partie gagnante. Ils se sentent moins déprimés, ils expriment moins des idées sérieuses du suicide, ils sont moins en proportion à avoir rapporté, à avoir été victimes avant 18 ans. Ils sont plutôt satisfaits de leur vie en général. Ils ont un bon taux de résilience sur nos indicateurs qu'on a retenus. Et puis, ils ont le sens d'appartenance à la communauté élevé. C'est comme si les autres, là, sont branchés. Ils sont, en quelque sorte, ils sont bien intégrés à la communauté et ça tourne rond de manière globale si on prend l'ensemble des indicateurs. Revenu et scolarisation. Alors là, 2 facteurs de risque majeurs, oui, c'est vrai. Ceux qui, on est toujours dans la perspective de faibles revenus et une faible scolarisation. Alors, ils ont davantage été victimes avant 18 ans et à l'âge adulte. Ils sont plus nombreux à rapporter, valoriser la spiritualité, surtout les moins scolarisés. À garder leurs problèmes pour eux, se sentir déprimés et à faire usage de cannabis. Vous voyez? Là, on tombe dans des facteurs de risque là, qui peuvent être, dans certains cas, majeurs dans l'analyse. Ben, écoutez, en conclusion, j'aurais comme le goût de revenir au titre. C'est qu'on a des données qui constamment nous parlent finalement de vulnérabilité, mais également de résilience. Alors, constamment, dans cette réflexion-là, on se retrouve au niveau de ces deux pôles qui nous suivent tout du long. Bon, les 2 rapports sont disponibles sur le site. Alors, ça, c'est important. Outre les rôles sociaux, il y a le système qui ont été abordés, culture inuite et spiritualité, santé, bien-être, soutien social, cohésion sociale, usage de drogue, alcool et Internet, victimisation et demande d'aide. Voilà la liste. Il y a des sous-groupes qui ont été identifiés comme étant plus à risque. Alors ça, c'est important pour notre discussion. Les jeunes hommes, les moins scolarisés, ceux qui n'ont pas d'emploi, en chômage et qui sont à faible revenu, et ceux qui ne sont pas en couple. Voilà. Quelques comparaisons ont été faites avec les femmes inuites et avec les hommes de la population en général. Alors, on a vu tout à l'heure les grandes tendances, là, ce qui fait que les facteurs de risque sont généralement plus prononcés chez les hommes inuits que chez les hommes québécois quand on compare avec les données populationnelles. Et du côté des femmes, bien, ça varie selon certains indicateurs. Alors, on espère que ces 2 rapports vont être utiles là, dans la planification des services aux hommes et à la population du Nunavik en général. Il y a un message qui nous a été envoyé, c'est on aimerait avoir le titre exact de chacun des 2 rapports. Alors, peut-être Gilles... Oui. Alors, je vais aller le partage. Oui, effectivement, les 2. Cherchez Inuit Men's Health et vous allez tomber sur les 2 rapports. Ils sont sur le site de la Régie régionale de santé et de services sociaux du Nunavik. Donc, Inuit Men's Health sur Google, vous tombez dessus. Il y a 2 rapports, un plus sur les rôles sociaux et l'autre, le rapport transversal. On serait donc prêt pour les questions. Vous voyez, on a quand même passé assez vite pour donner, même si on a fait aussi un choix de thèmes parce qu'il y a des choses qui étaient aussi dans les rapports qu'on n'avait pas tout le temps de tout aborder, toutes les
toutes les données aussi, vous donner un peu un aperçu général, puis voir aussi effectivement comment ces hommes-là, dans le contexte qui sont là, qui sont quand même pas toujours faciles, là, c'est quand même un peuple qui s'est construit à travers des difficultés importantes, ne serait-ce que les hivers qui sont souvent très robustes, mais aussi à travers les effets de la colonisation qui ne sont pas négligeables, mais très importants. Et à travers tout ça, quand même, on passe à travers et trouvent une certaine satisfaction de la vie. Ils ont toujours le sourire quand on les rencontre. C'est quand même assez intéressant. Alors, on voit quand même cette résilience-là qui est quand même très forte malgré les embûches qui sont quand même les défis qui sont quand même très présents. Alors, il y a de la place pour vos questions. On vous laisse garder un bon 15 minutes. On est dans les délais, je pense, prévus. Est-ce qu'il y a des premières questions? En effet, ben écoute, Gilles et Jacques, merci beaucoup pour votre présentation. C'était très intéressant. En effet, moi, je trouve ça très intéressant là, de voir des tendances similaires entre la santé des hommes Inuits et des hommes québécois, puis d'autres réalités qui sont peut-être plus particulières aux communautés Inuits. Alors, écoutez, on prend des questions à la fois dans l'onglet Conversation. Vous pouvez les écrire dans le chat ou vous pouvez également lever la main et on va vous donner la parole. On aurait une question par écrit de Françoise Roy, mais je vois également qu'elle a levé la main. Alors, si vous préférez, on peut vous donner la parole directement. Liliane, est-ce que tu pourrais donner la parole à Françoise Roy qui avait levé la main? Sinon, je vais lire sa question. Oui, je vais aller l'activer un instant. Merci. Donc, Françoise Roy, est-ce que vous nous entendez? Est-ce que vous êtes certainement en mesure maintenant de poser votre question à vive voix si vous le souhaitez? OK. Voilà, le micro vient d'être activé. Merci beaucoup pour la présentation. Bonjour à vous deux. C'est très parlant. J'ai eu la chance d'aller dans plusieurs communautés du Nunavik. En effet, c'est un peuple très souriant et résilient. J'aurais deux questions. Est-ce que la population du Nunavik a eu accès aux résultats de la recherche, puis en pense quoi, eux, de ces résultats-là? Je parle particulièrement des Inuits. Oui, bien sûr. Derrière tout ce genre de recherche-là se fait aussi avec un comité consultatif. Et donc, le comité consultatif aussi a commenté, a livré. Une des choses nous avait moins frappé, mais entre autres que le comité consultatif a noté, c'était le même comité consultatif pour tous les rapports thématiques, c'est qu'effectivement, il n'y avait pas de questions aux hommes sur la victimisation en matière conjugale, ce qui est des questions qui étaient posées uniquement aux femmes. Le comité nous a soulevé l'importance, effectivement, de soulever cette question-là de la santé des hommes, parce que c'était quand même une demande des Inuits qui a une section santé des hommes, ce qui n'était pas prévu initialement. Là. Fait que nous, on était quand même un peu une annexe, je dirais, dans l'ensemble du processus qui était beaucoup plus le grand processus de cette enquête-là. Mais c'est vraiment une demande déjà des gens qui sentaient qu'il y avait des difficultés particulières pour les hommes Inuits et qui demandaient à ce qu'on s'y attende plus concrètement. Alors, en voyant ça leur donne un peu des pistes. Je ne sais pas si Dominique Sirard aussi est en ligne, mais il y a celle qui est répondante du dossier santé bien-être des hommes pour Nunavik, mais elle pourrait aussi compléter. Actuellement, la région a aussi fait une démarche, c'est-à-dire qu'ils ont ramassé quelques données de tout ça, ils ont mis aussi en parallèle les ressources qui sont actuellement disponibles et ils ont fait une espèce de forum au mois de novembre, quand même d'une couple de jours à Inukjuak pour essayer c'est Inukjuak de mémoire qu'ils l'ont fait avec des hommes de la communauté pour essayer de réfléchir sur ces données-là, voir se donner des perspectives. Il faut voir que la Nunavik ne s'était pas impliquée dans le premier plan d'action santé et bien-être des hommes. Vous savez qu'on a eu un plan d'action santé et bien-être des hommes en 2017 qui s'est terminé en 2022 puis qui est prolongé, mais a décidé maintenant de faire son propre plan et de développer qui est en processus là, actuellement. Et peut-être en complément, si vous me permettez, à moins que votre collègue voulait aussi dire quelque chose.
Non, ça Ça, va. ça va. Puis, tu sais, moi, j'ai participé à l'élaboration de la formation sur l'intervention en prévention du suicide de la version Nunavik. Puis, bien sûr, une préoccupation, c'est de s'assurer que nos pratiques soient bien culturellement. Là, j'ai juste le mot relate, là, mais en fait, que ça soit cohérent avec ça. Puis peut-être particulièrement pour des gens, des Alunaks, si je le dis bien, ou des personnes non inuites qui travaillent au Nunavik, quelles seraient quelques recommandations de quoi faire de ces beaux résultats-là sans lire tous les documents maintenant, là. Alors, c'est ça. Donc, c'est sûr que la région travaille activement. Ils ont engagé quelqu'un, un consultant qui travaille là-dessus, là, Philippe Alexandre Bourgoin. Ouais. Il y a une répondante régionale qui est aussi qui a pris le dossier depuis pas longtemps et vraiment, on verra dans les prochaines périodes qu'est-ce que ça va donner. Merci beaucoup. Il y a vraiment une volonté de la région de faire de quoi en matière de santé et bien-être des hommes. Merci, Gine. Et j'ai marqué JA, mais je n'ai pas retenu votre nom complet. Merci tout le monde. C'est Jacques Roy. Et peut-être un complément à votre question. Donc, est-ce que de votre côté, vous voyez des attitudes que justement ou des compétences que les intervenants qui sont pas Inuits eux-mêmes peuvent adopter pour justement en lien avec leurs interventions par rapport à la clientèle d'hommes Inuits? Bon, moi, je dirais simplement qu'il faut prendre le temps d'être en lien et pas essayer de vouloir corriger les affaires, mais partir des forces, c'est d'essayer de comprendre la réalité, d'abord et avant tout, sans jugement, et voir à quel point ces hommes-là ont développé des grandes capacités et permet de les mettre en valeur aussi davantage. Oui, je dirais dans le même sens que Gilles, écoutez, il faut voir que ces gens-là qui vivent au Nunavik vivent encore aujourd'hui avec une très grande majorité de Blancs, hein. Ils sont minoritaires sur leur territoire. Ils ont été victimes d'une forte colonisation qui fait en sorte que si jamais vous allez voir un excellent petit film, là, court-métrage, qui s'appelle Des voix dans ma tête, qui porte sur l'historique de Marie-Ève Cotton, qui est psychiatre et qui a passé plusieurs années au Nunavik, et notamment qui y retourne à peu près 6 fois par année. Elle parle de toute l'importance de partir de leur culture à eux autres, de leur manière de voir, de leur manière d'interpréter, pour pouvoir co-construire avec eux une intervention. Ça, je pense que c'est un message qui m'apparaît, moi, personnellement, très, très fort. D'abord, si ce n'est simplement par la négative, c'est-à-dire ces gens-là ne veulent pas se faire dire quoi faire et quoi penser par des Blancs sur le plan de l'intervention, et aussi par la positive, c'est qu'il y a des traits de culture, des traits de valeur qui sont aussi extrêmement intéressants à considérer dans la réflexion sur l'intervention. C'est le point de vue de Marie-Ève Cotton, puis je vous invite à aller voir ce reportage-là, vous allez voir, il est excellent. Écoutez, Jacques, on est chanceux. On a même des gens qui ont partagé le lien vers le documentaire dans l'onglet Conversation. Ça, c'est toujours le fun quand on a un Oui. grand auditoire comme ça, hein. C'est vraiment Ouais. gentil. Merci à celle qui a partagé le lien. Et merci pour cette référence-là, Jacques. Gilles, veux-tu ajouter quelque chose à ce sujet? Donc, je voulais juste dire, je vois le chat qu'il y a deux personnes qui posent des questions autour de la question avec ou sans enfants, Ouais. si ça fait une différence. Peut-être pour répondre à ça, c'est un peu complexe, hein, c'est pas des nombres si faramineux qu'on avait. Alors, le fait de voir si on est en couple et en couple avec ou sans enfants, là, le nombre devient trop limité pour faire des analyses statistiques significatives, là. La majorité des hommes en couple sont aussi des enfants. Fait que donc, il y a
c'est relativement marginal ceux qui n'ont pas d'enfants en couple, donc ça ne fait pas un groupe suffisamment significatif. Alors, c'est le fait d'être entouré, d'être avec quelqu'un, des proches, un conjoint, conjointe ou puis des enfants, ça fait une différence par rapport au fait d'être tout seul. Et ça, là, c'est vraiment la démarcation importante. Parfait, merci beaucoup. J'essaie de voir si on a d'autres questions. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui aimeraient lever la main pour prendre la parole? Ah, je pense qu'il y a une main levée. Liliane, est-ce que tu peux donner la parole à la personne qui a levé la main, s'il te plaît? Oui, Alors, on va donner la parole à Jean-François Soucy. Un petit instant. ça ne fonctionne pas. Tu peux vérifier de ton Oui, côté? est-ce que vous m'entendez? Oui, Oui, Antoine. oui. Fantastique. J'ai une question, je suis en train de l'écrire dans le chat, mais clairement, ça va être plus rapide comme ça. Comment est-ce que les moyens euh, classiques de contrôle, ben, je dirais de contrôle social, comment est-ce que les moyens classiques de contrôle social qui ont été créés par ces différentes cultures-là sont vues aujourd'hui? Puis je vais étaler un peu mon processus dans le sens qu'au niveau de la culture québécoise, on peut parler justement à tout ce qui est des systèmes religieux qui ont comme inspiré diverses formes de contrôle social, qui ont des formes qui ont été érodées, tout ce qui est du contrôle communautaire avec les familles, etc. Au niveau du milieu des Premières Nations, j'avais entendu beaucoup parler des cercles de guérison puis tout ça. Fait que, tu sais, je sais qu'ils existent dans le milieu. Euh, est-ce que est-ce que ces processus-là ont été un peu explorés dans votre recherche? Et si oui, c'était quoi un peu la perception des gens concernant justement, j'en nomme un, mais clairement, vous en avez peut-être d'autres qui vous viennent en tête, là. Mais nous, on n'a pas fait une recherche qualitative. On a fait une étude, comme vous pouvez voir, qui a énormément de questions de toutes sortes autour de la santé et du bien-être de manière générale, mais on n'a pas nécessairement de données sur comment les gens s'y ont pris nécessairement, quelles activités de guérison, par exemple, qu'elles ont suivies, qu'est-ce qu'ils ont appris à travers ces activités de guérison-là. On n'a pas ce genre de données-là, là. C'est les limites de ce genre de recherche quantitative de populationnelle. Bien Ouais. reçu, merci. Mais peut-être en complément de réponse, ce qu'on peut dire par ailleurs, c'est que les valeurs, la culture inuite, tout ça, et même chez les nouvelles générations, c'est encore très fort. Or, si c'est encore très fort, si on prend la notion de contrôle social, ça peut vouloir dire que ces aspects-là jouent dans la régulation du contrôle social au niveau culturel. Oui. Mais comme disait, on n'a pas fait d'études sur ça. C'est juste un point de vue sociologique qu'on retrouve dans d'autres enquêtes qui nous fait voir que plus les gens adhèrent à une ethos, c'est-à-dire l'ensemble des valeurs partagées en commun d'une société, ben, plus les gens ont un mécanisme de contrôle social qui est régulé à partir des valeurs communes. Alors, dans le cas des Inuits, l'identité est forte, les valeurs spirituelles sont fortes, et il y a des pratiques comme les cercles de guérison. Alors, tout ça va dans cette même direction-là. Puis on voit dans les commentaires sur la perception de l'adaptation des services aux Inuits qu'il y a encore des grands pas à faire là, nécessairement. C'est sûr, la majorité des services, comme disait Jacques, sont donnés par des Blancs qui viennent du Sud. Alors, c'est tout un travail d'apprentissage, mieux s'ajuster aux réalités culturelles, la vie qui est là. Et ça, c'est un processus qui n'est pas toujours simple. Ben, merci beaucoup à vous deux. Écoutez, je regarde le temps, il nous resterait du temps pour une dernière intervention. Alors, je vais donner la parole à Karine Larouche. Je vais essayer de le faire moi-même. J'ai ouvert son micro, mais ça s'est refermé. Ah, Karine Larouche, est-ce que vous nous entendez? Ton micro est fermé.
Je Madame te Larouche. laisse faire la manipulation. OK. Madame Larouche, est-ce que vous nous entendez? Bon, ben désolé, je pense qu'on a des petits problèmes avec la participation. Le micro fonctionne, là. Il est ouvert. Ah non, il se referme tout de suite. Désolé, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passe, Madame Larouche, là? Vous pouvez peut-être poser votre question par écrit si c'est possible. Moi, j'en profiterai peut-être pour vous dire que le prochain webinaire du pôle d'expertise et de recherche en santé bien-être des hommes aura lieu le mercredi 28 février de midi à 13h sur le thème de l'expérience du passage à l'itinérance chez les hommes, bilan d'une étude qualitative. Et nos conférenciers seront Philippe Benoît Côté et Ariane Brisson. Alors, vous pourrez vous inscrire, là, il y a un lien dans la conversation pour vous inscrire là, au prochain webinaire à venir. Alors, peut-être une dernière tentative pour ouvrir le micro de Mme Larouche. Je m'excuse juste un petit instant. Bon, elle dit que ça voulait plus un commentaire. Son micro est ouvert, c'est autorisé. Oui, il se referme automatiquement. Bon, ben désolé, on semble avoir là, des petits problèmes techniques par rapport à ça. Écoutez, messieurs, je voudrais vous dire un grand merci pour votre présentation aujourd'hui. Alors, est-ce que vous avez des éléments à ajouter en fin de webinaire comme ça, des dernières réflexions à nous soumettre? Ça va, ça fait le tour. Pauline, de ton côté, Liliane, ça va également? Alors, écoutez, j'aimerais remercier tout le monde pour leur participation à la rencontre. Merci beaucoup à nos deux conférenciers et je vous invite là, à suivre notre série de webinaires là, dès le prochain, le 28 février, de midi à 13h. Alors, merci beaucoup à tous et celles qui se sont joints à nous aujourd'hui et merci à nos deux invités pour ce webinaire. Au plaisir, bonne journée.